Notre invité du jour, Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Miriam. Bonjour Pierre. Bonjour Anna. Alors avec vous ce matin, on fait un tour d'horizon de l'actualité économique et des marchés. Et si vous le voulez bien, on commence par les récentes décisions des banques centrales américaines et européennes. Donc est-ce que c'est la fin définitive des politiques monétaires accommodantes et quel impact finalement sur l'économie et sur les marchés? Alors on va commencer par la Fed si vous le voulez bien. Donc la Fed qui nous a annoncé donc une hausse des taux de 0,25 pour aller vers 2%. On a le point le plus important finalement, c'était le fait qu'on s'attend maintenant à 4 hausses des taux plutôt que 3 cette année. Et on a vu que la réaction des marchés était extrêmement calme. Donc on a vraiment une banque centrale qui communique extrêmement bien avec les marchés financiers. On vise donc 2,5% d'ici la fin de l'année, ce qui reste un niveau très accommodant en fait pour l'économie américaine puisque les chiffres de croissance sont très bons. C'est ce que j'allais vous dire, en relation avec la croissance, l'inflation. Voilà, on est toujours quand même dans un monde extrêmement accommodant et on ne fait surtout pas d'erreur de politique monétaire. C'est d'ailleurs en fait ce qui a prévalu, ce qui a valu au marché finalement un soutien assez fort et puis aucune réaction négative. La seule réaction qu'on a pu voir, c'est sur le niveau de l'euro-dollar, le couple infernal, comme on a coutume de l'appeler, parce que c'est pas vraiment l'action de la Fed qui a fait bondir le dollar, mais c'est plutôt le discours, là encore, extrêmement accommodant de la BCE, qui a dit que finalement, le QE allait s'arrêter tranquillement en décembre 2018. Nous, on était plutôt vers mars 2019, donc le raccourcissement du QE. Au départ, c'était même septembre, il me semble. Oui, c'était septembre, mais comme on partait de 30 milliards, en fait, on savait très bien qu'on allait pas faire 30 milliards puis zéro. Donc moi je pensais que ça allait tranquillement aller jusqu'en mars. Là finalement c'est décembre, c'est plus rapide. Mais en donnant encore une fois une forward guidance tellement claire de taux extrêmement bas et sans remonter d'ici jusqu'à, on peut estimer septembre 2019, donc entre juin et septembre parce qu'ils ont dit l'été, que là, finalement, on a eu un bond du dollar, ou plutôt un affaissement de l'euro par rapport au dollar, puisque là encore, c'était une politique extrêmement accommodante. Donc on a toujours des banquiers centraux qui sont très en soutien de l'économie. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. Puisque la BCE, je vous coupe, mais la BCE, il y a un vrai besoin. C'est-à-dire que l'économie dans la zone euro n'est pas du tout dans le même état que l'économie américaine. Alors, c'est sûr qu'on est moins flexible que l'économie américaine. Maintenant, on a eu une très forte accélération de la croissance au dernier trimestre 2017. Bon, là, c'est vrai que la France, qui pèse 20% du PIB de la zone euro, avec les grèves non, mais c'est vrai que et le mauvais temps, malheureusement, on est obligé d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vrai que ça pèse sur la consommation. C'est sûr qu'on a finalement on a eu une avancée très forte en 2017 et puis un ralentissement début 2018. On a vu que les commerçants et les voyagistes se plaignaient en fait de cette grève. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment il y a forcément un impact sur la croissance. Et puis encore une fois on joue à 0,2-0,3%. Et il se trouve que c'est ce qui est chiffré par l'impact des grèves sur le PIB français. Donc c'est sûr qu'on n'est pas au niveau européen. Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de situations délicates d'un point de vue politique. Mais en tout état de cause, on reste quand même assez élevé avec une croissance qui est autour du potentiel de la zone euro, puisqu'on est effectivement moins flexible qu'aux États-Unis. Les signes de ralentissement, de croissance économique, alors en France on l'a vu, mais en Allemagne également, ça ne vous paraît pas inquiétant ? Non, parce que je vous dis, on avait quand même une très forte croissance. Alors c'est sûr que c'est pas idéal, mais en même temps, on voit bien que le gouvernement allemand a eu du mal à se constituer et que là, il est vraiment en phase. Enfin, quand on a un ministre de l'Intérieur qui donne un ultimatum à la chancelière. Oui. Sur l'immigration, c'est vrai qu'on n'est pas dans une situation extrêmement favorable. Donc tout ça, mis bout à bout, finit par peser sur la croissance. Maintenant, on sait très bien que la zone euro doit être entraînée par l'extérieur et on voit surtout un ralentissement dans les émergents. Plusieurs pays qui sont en situation délicate, en Turquie, au Brésil, en Argentine. Et je pense que c'est plus ça qui finalement pénalise la croissance en zone euro qu'un ralentissement endogène à la zone. Et alors, pour revenir sur les sujets d'actualité, là, ce matin, on l'a vu, il y a un budget commun dans la zone euro qui serait mis en place. Ça vous paraît, c'est évidemment l'initiative d'Emmanuel Macron, ça vous paraît une bonne idée? Est-ce que ça peut fonctionner, selon vous?
Alors, j'ai pas vraiment de réponse à cette question, puisque vous l'avez dit vous-même, on n'a pas vraiment de montant. Ils ne sont pas du tout d'accord. Emmanuel Macron évoque des centaines de milliards. Angela Merkel, on est en dizaines. Voilà. Bon, de toute façon, on voit bien que si on regarde le constat de la zone euro, d'un point de vue marché, chaque élection provoque des troubles sur les marchés financiers et une crispation dont on va parler, comme on a vu avec l'Italie. Au bout d'un moment, force est de constater que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas trembler à chaque élection et puis finalement se dire bon, bah, l'extrême droite à l'extrême gauche, les marchés vont leur dicter leur politique. Donc il faut prendre des initiatives. Est-ce que c'est la bonne? Honnêtement, je ne sais pas vraiment, mais je ne pense pas que le politique à ce niveau influence réellement les marchés financiers ou l'économie. C'est plus le risque politique de déraillement budgétaire qui est important. Ce qui s'est passé en Italie, justement, toute cette crise politique, vous avez eu l'impression que les marchés n'étaient pas forcément impactés. Ils l'ont été, mais en dernier recours à cause de la dette. Ah bah, ils ont été fortement impactés. En tout cas, l'Italie a subi un impact majeur sur les obligations. C'est le tremblement sur les obligations, c'est-à-dire la perte de 10% du prix de l'obligation d'État à 10 ans italienne. Ce pic de volatilité correspondrait à un effondrement des marchés de 50 à 70%, en fait, si on veut prendre les marchés actions. Donc c'est vraiment massif comme mouvement. C'est surtout ce qui est étonnant, c'est qu'on avait pris l'habitude de ne plus parler de risque de crédit souverain dans la zone euro, et là on voit qu'il y a un retour quand même très fort sur ce risque politique. Après, quand on est hyper endetté comme l'Italie, à 130% du PIB, les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. Donc on peut vouloir avoir une politique très volontariste de relance, mais quand on n'a pas les moyens de ses ambitions, en fait, il va falloir, les marchés les feront garder les pieds sur terre au gouvernement, ça c'est sûr. Comme ça, ils pourront aller piocher dans le budget de la zone euro, financé par l'Allemagne, ce sera parfait. Je ne suis pas sûr de ça. Non, j'ai pas l'impression qu'Angela Merkel soit tout à fait d'accord. On retourne du côté américain maintenant, parce que comment ne pas évoquer cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et même l'Union européenne dans une moindre mesure. Est-ce que vous pensez que les marchés ont raison de se faire peur Vous trouvez qu'ils se font peur? Moi, je trouve que la réaction des marchés est quand même extrêmement calme, puisque ça remonte déjà. Donc on a eu... Wall Street a perdu un peu. Oui, on a perdu 3%. Oui, c'est ça. En fait, vraiment pour la forme, c'est pour marquer le coup, et puis hop, on remonte dès ce matin. Non, la guerre commerciale, moi je pars du principe que c'est véritablement un instrument de politique intérieure. On vise les élections de mi-mandat américains. Donald Trump délivre son programme, flatte son électorat pour finalement garder la main en novembre. Honnêtement, je pense que tout le monde est sur cette ligne. On voit bien que les Européens n'ont toujours pas de réponse, mais ça c'est quand même... si on était vraiment sur un risque politique fort, on pourrait envisager que les Européens aient une réponse forte, mais pas du tout. Et puis les Chinois, finalement, on joue à se faire peur. On dit oui, finalement, les produits Apple vont être exemptés. Enfin, on n'a pas vraiment d'informations. Je pense qu'on laisse le président américain dérouler son programme. Les montants sont contrôlés, puisqu'on parle de 200 milliards. Bon, ça, c'est une goutte d'eau dans le commerce mondial. Et je pense que pour l'instant, honnêtement, les marchés sont un peu focalisés sur cette nouvelle. Et sur le fond, est-ce que vous trouvez que les États-Unis ont raison? Alors on sait qu'il y a des abus vis-à-vis de la Chine, mais est-ce que vis-à-vis de l'Europe, sur les taxes, il y a vraiment un rééquilibrage qui est nécessaire? C'est peut-être pour ça aussi que les marchés réagissent peu. Enfin, là, moi, je peux difficilement faire de politique. Tout ce que je constate, c'est qu'on a un programme du président américain qui est délivré. Il est conforme à ce qu'il avait annoncé pendant la campagne. Il joue sur du velours parce qu'il y a 500 milliards de déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine. Les Chinois, finalement, s'enrichissent sur le dos des Américains avec les accords de l'OMC. Donc, tout ça, finalement, c'est un peu je te tiens par la barbichette, et puis finalement un accord va être probablement trouvé. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que la réaction des marchés est extrêmement calme. Bon, revenons justement au marché. Donc on commence par peut-être les indices américains. Est-ce que vous pensez que toutes les bonnes nouvelles, en tout cas sur les perspectives de croissance des résultats des entreprises, sont déjà bien intégrées dans les cours, et qu'aujourd'hui le Dow Jones ou le S&P 500 ou même le Nasdaq ne peuvent aller guère plus haut?
Alors, très honnêtement, on ne raisonne pas vraiment comme ça chez Myria AM. On part du principe qu'il y a un état de répression financière en Europe, puisque les taux sont extrêmement bas. Parce qu'on m'a posé la question sur LinkedIn, donc j'en profite. Parce qu'on m'a dit que j'étais bullish toujours. Et en fait, c'est pas vraiment ça. C'est qu'on a un état de répression financière qui fait qu'on a bien vu avec le risque souverain italien que investir sur des obligations même souveraines est devenu extrêmement risqué, alors que ça devrait être un actif de diversification qui finalement serait un peu une assurance de portefeuille. On voit bien que c'est pas le cas. Les taux sont tellement bas qu'on a une duration des obligations, une sensibilité qui est très forte, très élevée, et au moindre grain de sable, ces actifs en fait commencent à baisser vraiment violemment. Donc on a cet état de répression financière, on a des primes de crédit qui sont extrêmement faibles, on a beaucoup de risques aussi sur les émergents qui eux sont à haut rendement, mais on voit bien aussi que dès que les métriques de croissance commencent à baisser, les devises se déprécient, les taux s'envolent et donc on a une forte baisse de ces obligations. Dans ce contexte, on a un taux américain qui est à 3%, qui finalement nous couvre contre la dépréciation, enfin en tout cas nous permet de financer le risque de la couverture contre le risque de change. Donc on a des actifs américains qui sont plutôt intéressants. Et on a les actions qui finalement procurent un dividende plutôt bon avec un fort soutien des banquiers centraux. Dans ce contexte-là, on a véritablement une prime aux actifs risqués, aux actions, aux actifs américains, puisque là, on a véritablement une rémunération du crédit et puis des taux qui commencent à se normaliser vraiment avec une voie très balisée, on va dire, par les banquiers centraux. Donc c'est sûr que faire autre chose que des actions et des actions développées nous semble assez difficile et assez délicat si on veut faire de la performance. Donc vous recommandez plutôt d'être investi, en tout cas d'avoir en portefeuille des actions en ce moment. Oui, enfin, on n'a pas vraiment d'alternative. Il faudrait qu'on ait moins de risques, on devrait avoir une intégration politique, un peu ce qui prévalait en 2007 quand on jouait, même entre 2000 et 2007, quand tout le monde jouait la convergence des États et des taux vers un taux unique en zone euro. On voit bien que c'est plus du tout le cas et que un risque qui était censé avoir disparu peut refaire surface très, très vite. Et c'est vrai qu'on n'a plus d'actifs non risqués, en tout cas les obligations souveraines, même des États de la zone euro, ne sont pas un actif non risqué, on l'a vu encore il y a 2 semaines. Donc dans ce contexte où on a des très faibles marges de crédit, des taux extrêmement bas, même sur les obligations à haut rendement, c'est extrêmement délicat de ne pas avoir un peu de volatilité en portefeuille, donc des actifs plutôt risqués, très bien diversifiés, mais plutôt risqués. Alors très bien diversifiés, ça veut dire quoi? Des actions ça veut dire des actions américaines plutôt absolument moitié-moitié? Alors plutôt, nous c'est vrai qu'on a un fort tropisme sur les actions européennes qui font rien depuis 3 ans. Hein. Il y a beaucoup de dispersion en plus au sein des secteurs, au sein des titres, donc ça nous semble être une base plutôt favorable. Bien évidemment diversifier avec des actifs américains, japonais pour jouer aussi la véritable assurance de portefeuille que nous sommes représentés les taux de change, donc euro-yen et euro-dollar. Alors là, on est plutôt le pied sur le frein sur les émergents, compte tenu en fait du taux américain à 3% qui pousse massivement les dollars au rapatriement domestique. Et pour essayer d'adoucir en fait cette volatilité, essayer de chercher véritablement des actifs à haut rendement où la marge de crédit est suffisamment élevée pour essayer d'adoucir les chocs qui pourraient advenir. Et on termine, Pierre, si vous le voulez bien, sur le pétrole. Donc on attend une réunion de l'OPEP vendredi et samedi, puisqu'on a vu que la Russie et l'Arabie Saoudite veulent augmenter un peu leur production. On a vu l'envolée des cours du pétrole. Le pétrole, ça peut être un bon actif pour diversifier son portefeuille en ce moment? En tout cas, alors nous en tant que société de gestion qui ne faisons que des fonds UCITS, on ne peut pas investir directement sur le pétrole, mais force est de constater que le meilleur secteur en Europe, c'est le secteur des actions pétrolières, absolument. Merci beaucoup Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM.